Radio Flamme. Merci beaucoup, commandant Garcia, pour cet accueil sur votre bateau, sur le navire que vous pilotez, le commandant Charcot. J'ai d'abord envie de vous demander quel est votre parcours, comment est-ce qu'on fait pour devenir le commandant d'un tel bateau ? Alors tout d'abord, bienvenue à bord du commandant Charcot. Alors c'est une histoire qui remonte quand même à ma plus tendre jeunesse, puisque un jour, lors d'une école de voile, ça a été comme un sacerdoce. J'ai dit, quand je serai grand, je ferai le tour du monde, et c'est ce que j'ai fait, pas sur un voilier, mais sur un bateau de croisière. Et donc, j'ai gravi, on va dire, les échelons de manière assez atypique, puisque j'ai commencé ma carrière comme matelot, d'abord sur des cargos, et ensuite je suis retourné sur les bancs d'école, et puis au fil des examens, et puis ensuite de l'expérience à bord, d'abord sur des cargos, puis sur des paquebots comme le Club Med 2, le Paul Gauguin, qu'on a racheté d'ailleurs, j'ai rejoint il y a maintenant 17 ans la Compagnie du Ponant, où je me suis spécialisé dans la navigation polaire. Alors justement, quelles sont les particularités pour naviguer dans une zone polaire ? Et quels sont les moyens en technologie innovatrice que le commandant Charcot procure à son commandant ? Alors, au départ, j'ai navigué sur des navires qui étaient renforcés glace, avec des pilotes de glace qui m'ont formé, puisque c'est un métier de terrain, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc des années d'expérience, ça c'est important, c'est vraiment la clé de voûte, la formation tout d'abord. Ensuite, des bateaux adaptés. Donc au fur et à mesure de notre expérience, on a construit des bateaux qui étaient beaucoup plus on va dire engageant d'un point de vue même environnement, pour pouvoir faire face aux nouvelles réglementations, et en même temps toujours plus sûr pour naviguer dans la glace. Le commandant Charcot, en fait, c'est un peu il a sublimé en fait ce cheminement qu'on a eu chez Ponant, et c'est le premier navire de croisière à coque glace, donc un PC2 Polar Class 2, c'est-à-dire une coque de brise-glace, mais c'est avant tout un navire de croisière, puisqu'un brise-glace, c'est un navire qui ouvre des chenaux pour les cargos, ce qui n'est pas du tout en fait notre priorité, puisque nous, l'important, c'est de faire découvrir des espaces nouveaux. Nous sommes ici sur une sorte d'héliport. Expliquez-nous pourquoi il y a un hélicoptère à bord du bateau. Alors, ce bateau a des tas de spécificités, et au départ, on a réfléchi effectivement. Certains de nos concurrents utilisaient l'hélicoptère. Avec notre actionnaire, nous avons décidé de ne pas justement offrir, on va dire, ce luxe. Pourquoi ? Pour des raisons purement environnementales. Et donc, on a par contre gardé un hélicoptère qui est un hélicoptère qui va nous servir pour la reconnaissance, aller voir en amont, confirmer ce que les cartes radars vont nous donner d'un point de vue glace, état de la glace, puisqu'en fait la glace est toujours en mouvement. Donc on va pouvoir partir en repérage, et puis en même temps c'est un élément de sécurité en cas de problème, une évacuation médicale, etc. Donc on a gardé un hélicoptère pour pouvoir l'utiliser à des fins, on va dire, techniques. Vous parlez d'éco-responsabilité. En quoi le commandant Charcot est-il plus adapté et plus écologique qu'un autre ? Alors d'abord, son carburant, puisqu'en fait nous avons équipé le navire de moteurs thermiques, mais qui sont des moteurs thermiques hybrides de chez Wärtsilä, qui sont de toute nouvelle génération. Ça veut dire que déjà, la combustion se fait, on va dire, quasiment à 99,9%. On va utiliser, donc, dans la mesure du possible, du gaz liquéfié, du GNL, et pour éviter, justement, les particules et avoir le taux de souffle le plus bas possible. Voilà. Donc ça, c'est notre première approche, en particulier dans les zones plus sensibles comme l'Arctique ou l'Antarctique, qui sont en fait effectivement nos deux zones de prédilection. Faites-nous un peu rêver, faites rêver les auditeurs. Quels seront les paysages que les passagers du navire vont observer ? Alors en fait, c'est intéressant votre question, parce que moi, ça fait maintenant plus de 17 ans que je navigue dans les eaux polaires, et je m'émerveille à chaque fois comme si c'était la première. C'est ça en fait, ce sont des paysages changeants. La glace est tout le temps en mouvement.
Les paysages donc changent. C'est un décor, on va dire, quasiment infini. Et donc, c'est ça en fait qui nous fait rêver. C'est le fait de se sentir privilégié nous en tant qu'humains dans cet environnement naturel. Voilà. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien aussi les sorties, m'amuser. Il y a bien une soirée du commandant. Comment ça se passe, les soirées à bord? Alors, on va pas reprendre le faste du France, du Normandie, etc. C'est plus d'époque. Par contre, je pense qu'il y a des traditions. J'ai été élevé par des commandants d'une autre génération. Et donc, on va maintenir cette soirée du commandant, effectivement traditionnelle, avec la présentation des officiers, des chefs de département. Ensuite, un dîner de gala, un dîner aussi de au revoir où on va présenter l'équipage, qui fait partie intégrante on va dire, de l'ambiance du navire. Et puis, en même temps, eh bien, vous avez, puisque c'est un navire d'expédition, d'exploration, eh bien, nous avons une équipe de naturalistes, 25 personnes, avec chacun des spécialités, qui vont donc ensuite, eh bien, vous acheminer soit à terre, soit sur la glace, soit dans des zodiacs, eh bien, pour observer la faune et les glaces. Nous avons pu visiter un petit peu le bateau. C'est vraiment magnifique, vraiment un gros travail en termes de design et de décoration. Est-ce que vous voulez nous dire quels sont les constructeurs du bateau, les architectes, les designers qui ont œuvré pour que ce commandant Charcot soit aussi beau? Alors c'est une coopération, ce navire d'abord. Vous avez vu, c'est un design avec son arche. Donc je rends hommage à l'architecte Bretéché qui est maintenant décédé et qui a en fait dessiné tous nos navires. On les reconnaît à des milles à la ronde et donc ça c'est la première chose, l'aspect extérieur. D'ailleurs le fondateur Jean-Emmanuel Sauvé à l'époque avait dit je veux que mes bateaux soient aussi de beaux navires, c'est important. Et donc, en fait, on a dessiné ces navires. Ensuite, eh bien, on a choisi des chantiers adaptés. On a construit certains bateaux chez Fincantieri en Italie. Là, ce navire-là a été construit en Norvège, dans le chantier Vard. La coque a été assemblée au départ en Roumanie, puisque c'était un chantier spécialisé dans les constructions, dans l'assemblage de l'acier, on va dire. Et puis ensuite, il a été remorqué jusqu'en Norvège. On a assemblé les pods à Saint-Nazaire, puisque c'est une propulsion azimutale avec des pods qui tournent sur 360 degrés, qui a remplacé en fait la propulsion traditionnelle. Et puis ensuite, eh bien, les architectes d'intérieur, eh bien, nous avons l'architecte Nuel qui a fait une partie et l'architecte connu, l'architecte parisien Jean-François Villemotte. Donc effectivement, on est encore sur un standard supérieur encore aux navires, aux autres navires de la compagnie. Donc effectivement, c'est de ce point de vue-là, il est unique puisque effectivement, il y a un confort extraordinaire à tel point qu'il est tellement bien isolé que je suis obligé de rappeler régulièrement à mes passagers qu'on est dans un milieu hostile. Parce que finalement, un triple vitrage, quasiment insonore. Donc c'est vrai que on a parfois l'impression de plus être dans un environnement qui est quand même dans une zone dite éloignée. Pouvez-vous nous parler des hommes et des femmes qui travaillent sur le bateau? Pouvez-vous nous dire quels sont les membres de l'équipage qui vous accompagnent dans cette croisière? Alors, un équipage, c'est une équipe pont, une équipe à la machine et puis une équipe d'hôtellerie qui est en force effectivement sur un navire de croisière. Une grande partie de cette équipe, notamment au management, a suivi la construction du navire. Donc on s'est imprégné de l'âme de ce navire. Et puis ensuite, eh bien, on tourne quasiment en deux équipes mixtes. C'est important de se sentir bien à bord et donc de fidéliser nos équipages. C'est le cas pour donner une âme en fait à ce navire. Donc voilà, il y a tous les métiers représentés. On a des boulangers, pâtissiers, chefs de cuisine. Ensuite, à la machine, vous avez des plombiers. Vous avez un charpentier, même s'il y a moins de bois maintenant. Vous êtes nombreux à bord? Oui, on est
à peu près 230 membres d'équipage pour environ 230 passagers en moyenne. Voilà, donc on est 1 pour 1 à peu près. Le commandant Charcot est au quai de France à Cherbourg. Cherbourg devient une escale incontournable et j'ai appris que d'autres bateaux, d'autres navires de la compagnie Ponant vont se succéder. Cherbourg devient vraiment une escale sur votre trajet ? Non, mais pourquoi pas ? C'est vrai que Cherbourg n'a pas été forcément dans les plans au départ, mais on essaye de diversifier. Et puis, on a senti qu'ici, il y avait un accueil extrêmement chaleureux. Sans démagogie, une belle escale d'un point de vue maritime. On a quand même la Cité de la Mer, toute une histoire ici autour de Cherbourg qui donne du sens en fait à nos escales. Et puis après, vous pouvez effectivement, il y a la proximité, le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, etc. En fait, des passagers qui viennent du monde entier. Nous avons des Français, des Européens en général. On a également beaucoup d'Américains qui sont friands de toute cette partie de la Normandie. Donc oui, on a effectivement dans notre stratégie et développement, on commence à de plus en plus ponctuer nos escales françaises et notamment à Cherbourg. D'ailleurs, c'est venu au moment de la crise du Covid où il a fallu se recentrer, se dire tiens, on ne pouvait plus partir à l'étranger. Donc on a commencé à réfléchir à des croisières aussi le long des côtes françaises. Après Cherbourg, quelles seront les étapes et les escales de la prochaine croisière que vous allez faire dans l'Arctique ? Alors là, on a fini l'Antarctique. On est remonté de Montevideo, 3 semaines à peu près. Donc là, on fait une escale vraiment technique. C'est la fin de la période de la garantie, quasiment. Donc beaucoup de techniciens, c'est une vraie fourmilière en ce moment. Donc on va dire que c'est une escale technique, on reste quand même 5 jours. Et puis ensuite, c'est sur le chemin pour remonter vers l'Islande, où là, on va embarquer. Alors, on va embarquer nos premiers passagers, une 50aine là déjà depuis Cherbourg. Finalement, je pense que de partir de France aussi, c'est un avantage. Jusqu'en Islande, là, à nouveau embarquer un peu plus de 150 passagers pour commencer notre première réelle saison en Arctique. Et dans l'est du Groenland, dans le nord-est du Groenland, sur les traces de Jean-Baptiste Charcot, notre explorateur français, puisque lui, évidemment, a sillonné toutes ces mers, notamment le Scoresby Sound, qui se trouve dans le nord-est du Groenland, avec respectivement avec le français le pourquoi pas, et en partie et dans les années 20, 30 à peu près, puisqu'en fait malheureusement il a disparu en Islande. Donc en fait c'est un peu on va remonter un petit peu sur les traces de cet homme absolument extraordinaire qui inspire, qui a jalonné on va dire mon parcours, qui a fait partie de mes lectures depuis ma plus tendre enfance et qui continue à nous inspirer. Et c'est vrai que de porter ce nom de commandant Charcot, c'est une fierté mais en même temps beaucoup de bonheur de concrètement retourner sur les traces de cet homme, de ce marin. Commandant Garcia, pouvez-vous nous parler de ce que vous avez fait lors du premier voyage du commandant Charcot ? Alors après la livraison, fin juillet, le navire est resté un petit mois, le temps de peaufiner un peu les réglages. Et puis début septembre, nous sommes partis pour ce qu'on appelle un dry run, c'est-à-dire un round d'essai, on va dire, avec quelques invités et pour faire une croisière, enfin un voyage jusqu'au pôle Nord. Et donc on a atteint le pôle Nord géographique 90-00, pile. On a encore l'image sur le satellite. Et donc oui, c'était beaucoup de joie. De concrétiser en fait tout ce travail d'une équipe. J'oublie pas en fait tous ceux qui ont participé à la construction de ce bateau. Et donc oui, c'était effectivement un jour qui marquera l'histoire de la marine française, puisque nous étions le premier navire français de l'histoire à atteindre le pôle Nord géographique. Eh bien bravo et merci beaucoup commandant Garcia pour cette interview et cette visite du bateau. Je vous en prie, merci. Radio Flamme.